Fils de Barbouze et Commando Delta, ce sont deux livres qui racontent deux histoires bien différentes, mais qui parlent tous deux de la guerre d'Algérie. On parle de l'OAS et du FLN avec Frédéric Ploquin, journaliste d'investigation indépendant et donc co-auteur de ces deux livres à la maison d'édition du Nouveau Monde. Alors, Commando Delta, les confessions d'un soldat de l'OAS. Et d'un autre côté, l'autre livre, Fils de Barbouze, les archives secrètes de la lutte contre l'OAS. Alors, Christian Hongrois a signé avec Frédéric Ploquin, Fils de Barbouze, et Edmond Fraisse, les Commandos Delta. Je crois que c'est le fils... Non, c'est lui-même. C'est lui-même, en l'occurrence, c'est lui, il a 82 ans, Edmond Fraisse, et il signe, il a écrit lui-même, rédigé ses propres mémoires. Ses propres mémoires, alors que de l'autre côté, effectivement, c'est le fils d'une Barbouze de la République, une Barbouze gaulliste, qui a mené une véritable enquête sur son paternel, qui est décédé aujourd'hui. Alors Frédéric Ploquin, d'abord, pour nos auditeurs, rappelons que veut dire Barbouze. Parce que, effectivement, on l'a connu sous les films de Georges Lautner, dialogué par Audiard. Et puis, que veut dire OAS? Rappelons, c'est la guerre d'Algérie, c'est les années 60. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que ça veut dire, d'abord? Le mot Barbouze, moi j'ai grandi comme journaliste. Moi, je suis journaliste depuis le début des années 80. Et dans les années 70, 80, 90, jusqu'à aujourd'hui, le mot Barbouze est très négativement connoté. C'est quelque chose d'assez péjoratif, en réalité. Ouais. Et moi, j'ai toujours appris, voilà, les Barbouzes, c'était ceux qui avaient, par exemple, enlevé Ben Barka en plein Paris, enfin les voyous. En fait, on dit Barbouze parce qu'en fait, ce sont des gens qui se mettent au service de l'État tout en n'étant pas membres des services de l'État. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des civils, en général des voyous, mais pas seulement, justement, des grands voyous. Hein. Ça a été à l'époque, c'était essentiellement des grands bandits qui se sont mis au service de l'État. À quelle époque, au début, à quelle époque? Écoutez, vraiment l'explosion des Barbouzes, c'est l'époque justement de la guerre d'Algérie. C'est-à-dire que c'est à ce moment-là que De Gaulle décide, après le putsch manqué, hein, je rappelle quand même, le putsch d'Alger, le carteron de généraux félons qui voulait envoyer les parachutistes sur Paris. Je le rappelle à ceux qui n'ont pas vécu en direct cette histoire. À ce moment-là, De Gaulle cherche de la chair fraîche, des bras, des hommes, des gens pour aller combattre l'OAS qui, malgré l'échec du putsch, va continuer à s'enfoncer dans la guerre. Et là, on recrute un certain nombre de bons hommes, et notamment ce Christian Hongrois, qui lui n'est pas un voyou. Christian Hongrois, c'est assez particulier. C'est quelqu'un qui est un enfant de l'assistance publique, qui a grandi dans le Morvan. Qui s'est retrouvé dans le Morvan au moment de la Deuxième Guerre mondiale. Alors, juste engagé dans la résistance. Oui, je voudrais juste arrêter, parce que vous avez parlé justement, vous avez dit qu'ils ont été engagés pour lutter contre l'OAS. Oui. Alors, rappelons ce qu'était l'OAS. Voilà. Et de l'autre côté, effectivement, l'OAS, c'est une organisation armée secrète, c'est ça que ça veut dire, OAS, qui naît en 1961, précisément. Au moment du putsch aussi. Au moment du putsch. Les deux sont concomitants. Au moment du putsch. Et ce sont les mêmes acteurs, de toute façon. En fait, c'est une organisation qui est lancée essentiellement par des militaires, même des gradés de l'armée qui ne sont pas d'accord avec le revirement du général de Gaulle, qui avait laissé entendre dans un premier temps que l'Algérie resterait française. Je vous ai compris. Ça avait créé une espèce de grand doute, et qui ensuite tranche et dit non, maintenant on laisse l'Algérie aux Algériens, en gros, et eux, donc au sein de l'armée, au sein de l'appareil d'État français, ils se sont sentis trahis. Ils ont créé cette organisation qui était éminemment jusqu'au boutiste, c'est-à-dire que de toute façon ils croyaient à leur combat. C'était des gens qui étaient finalement très, très sûrs de leur cause. Ils croyaient à leur combat. Ils voulaient l'Algérie française. Et ils étaient prêts jusqu'au dernier moment même à aller, c'est ce que révèlent ces deux livres, à aller tuer éventuellement le général de Gaulle pour gagner, en espérant renverser l'opinion publique, parce que c'était le combat de leur vie. Est-ce que ce sont eux, l'attentat du Petit Clamart, ils en faisaient partie? Absolument. Enfin, ce sont effectivement, mais pas forcément. Ça n'a pas été fait de manière extrêmement professionnelle, cet attentat, avec des armes qui. Heureusement pour De Gaulle. Heureusement pour De Gaulle. Mais eux jusqu'au bout, c'est ça le. En fait, ce que je trouve passionnant dans ces deux livres, c'est la passion des acteurs des deux côtés. C'est-à-dire que d'un côté, j'ai un gars, parce que j'ai pas encore parlé de lui, donc Edmond Fraisse, lui, c'est un commandant Delta. Lui, il a 20 ans au moment du putsch. Il a ses ancêtres. Il est en France. Justement, ses ancêtres sont nés même en Algérie. Oui, ses parents, ses grands-parents sont enterrés, nés et enterrés en Algérie. Lui, il a grandi là-bas.
C'est son pays. Il estime que son grand-père, son arrière-grand-père se sont battus pour, en gros, fertiliser ce pays, soigner les Algériens, etc. Il estime donc à fond, mais il a 20 ans, il faut quand même se mettre dans la tête, il a 20 ans, c'est la guerre. Il est parrain, il est parachutiste, c'est-à-dire qu'en fait il est militaire, et donc il est lancé dans cette guerre. Il a l'impression que l'armée française va gagner. D'ailleurs, l'armée française, selon son récit, gagne contre le FLN dans un premier temps. Oui, militairement. Militairement, en fait, le terrain est à peu près jusqu'au moment où le général de Gaulle décide finalement de changer de direction. Et là, lui, il fait partie de ces jeunes qui basculent complètement. Alors, il est militaire, il est couvert par des militaires, parce qu'en fait, l'OAS est essentiellement dirigé par des militaires. Donc, il est couvert par ses chefs qui, en fait, lui donnent un petit poste comme ça qui va lui permettre de mener des opérations militaires clandestines. Et donc, il démarre comme ça. Et ça va être une espèce de bascule. Il va basculer, il le dit lui-même d'ailleurs, basculer dans la haine et l'ultraviolence au fur et à mesure qu'il sent que la cause est perdue. Et là, il va même quitter l'armée. Plus la cause est perdue, plus ils y vont. Donc il déserte. Ouais. Il déserte, il se retrouve avec les militaires qui sont au sein de l'OAS, et donc il se retrouve avec des patrons, de nouveaux patrons qui sont plus l'armée officielle mais l'armée de l'ombre, en gros. Et il obéit. Et ce que je trouve, outre la passion des deux côtés, parce que de l'autre côté on a donc ce Barbouze qui lui, on n'est pas allé au bout tout à l'heure, c'est quelqu'un qui lui et s'est retrouvé au Maghreb. Donc Christian ça c'est le fils, qui raconte l'histoire de Marcel Hongrois. C'est ça, Marcel Hongrois, c'est quelqu'un qui appartient au service secret français. Après avoir fait la résistance, il a basculé dans les services secrets français. Il est parti au Maghreb et il se retrouve en Algérie au moment où démarre la guerre. Et là, il est du côté. On va dire, il est du côté du bon côté, du côté du pouvoir en fait. Et il travaille main dans la main avec les services secrets. Et après le putsch, il va se lancer lui aussi dans la lutte clandestine contre l'OAS. Et donc ce que je trouve, parce qu'on parle toujours de la guerre d'Algérie comme une guerre franco-algérienne, on parle de la mémoire du FLN d'un côté. Tout ça. Et là, avec ces deux livres, on s'aperçoit que la guerre d'Algérie a aussi été une guerre franco-française. Une France contre une autre. Une France contre une autre. Et même moi, une des choses, moi je suis spécialisé sur les questions de police et de renseignement. L'une des choses qui m'a le plus frappé, c'est l'explosion finalement des services secrets français, c'est-à-dire la DST, les renseignements généraux, la police, tous ces services-là se sont scindés en deux. Et d'un côté, on a Edmond Fraisse qui prenait ses ordres auprès du commissaire de police de la ville, qui lui-même clandestinement œuvrait pour le compte de l'OAS. Et de l'autre côté, on a Marcel Hongrois qui lui prenait ses ordres au sein de la sécurité militaire ou de la DST. Et donc on a la moitié des services ont basculé d'un côté et l'autre moitié de l'autre. Faut quand même se remettre. Et même fascinant. moi je suis né en 1958, donc j'ai pas connu en direct. J'avais 3 ans au moment du putsch d'Alger. Bon, j'ai pas connu. Donc je pense pour les jeunes générations, ça peut être intéressant de lire ces livres parce que ça va être vraiment une découverte. Ce sont des pans de l'histoire dont on a peu parlé. Absolument. On a parlé comme ça, mais en prenant 2 témoignages d'acteurs, enfin de gens qui ont vécu cela, c'est vrai que c'est très 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 fort. D'un côté, on a dit aux gars de l'OAS, vous allez en tôle. D'abord, ils ont tous été incarcérés et on leur a, quelque part, leur mémoire n'a pas refait surface. Et donc là, on a Edmond Fraisse qui dit, moi, je veux pas mourir. Il va mourir bientôt. C'est un des derniers témoins. Je vais vous livrer mon témoignage minute après minute de ce que j'ai fait. Et de l'autre côté, c'est différent. Les Barbouzes de Gaulle, elles, ont été priées de se taire, parce qu'en fait, au nom de la réconciliation, des accords de paix, il fallait étouffer tout ça. Et donc, on a enterré à la va-vite les Barbouzes, parce qu'il y en a beaucoup qui sont morts, quand même. L'OAS a tué énormément des Barbouzes. Il y a énormément. Des deux côtés. Est-ce que les Barbouzes ont tué aussi beaucoup d'OAS ? Absolument. Et d'ailleurs, mes deux co-auteurs ne se connaissent pas, ne se sont jamais rencontrés. Et il est apparu au fur et à mesure de mon enquête que l'un aurait pu tuer l'autre et vice-versa. C'est-à-dire qu'en gros, Marcel Hongrois aurait pu être victime du commando Delta et d'Edmond Fraisse en particulier. Ils ne se connaissaient même pas de nom. Enfin, rien, non. Si, de nom, oui, parce que les Barbouzes ont énormément enquêté et ont des listes de noms de tous les membres des commandos Delta. Mais alors, Frédéric Ploquin, dites-moi, quand vous disiez, parce que pour parler des Barbouzes, là, les fils de Barbouzes, mais Barbouzes eux-mêmes, vous dites qu'il y avait beaucoup de voyous qui se sont ralliés. Alors, est-ce que c'était comme l'OAS aussi pour la cause ou c'était pour d'autres raisons, pour retrouver une respectabilité ou autre? Je vous rappelle quand même ce qui s'est passé avec les grands voyous pendant l'occupation. Il y a la moitié du grand banditisme français qui a basculé du côté des Allemands, parce que c'était là qu'était le pognon, comme ils disaient, les pognonistes, on les appelait, les pognonistes, ils y allaient pour l'argent. Et compagnie.
aussi. Absolument, c'était les pognonistes. Ouais. Donc ils y allaient pour l'argent, et puis de l'autre côté, quelques-uns qui sont engagés, quand même des grands voyous aussi, du côté de la résistance. Mais là, en fait, c'est plus par intérêt, évidemment, que les voyous y vont. C'est pas parce que ce sont des gaullistes purs et durs forcenés. En fait, vous avez les patrons, le ministre de l'Intérieur de l'époque, qui est l'un des patrons, on va dire, de ces barbouzes, qui en gros s'arrange le ministre avec. C'est rappelez son nom. Et on est sous De Gaulle. Attendez, De Gaulle, c'est pas non Focard, c'était autre chose. Non, c'est pas Focard. Focard, c'est le grand chef, c'est on va dire. C'est le grand chef qui supervise tout ça. Mais là, c'est Sanguinetti, Alexandre. Oui, et donc lui, le jour du putsch, d'ailleurs, vous avez une scène inouïe qui est racontée dans Fils de Barbouze. Le jour du putsch, vous avez tous les vieux résistants qui viennent, imaginez ça, place Beauvau, qui se rassemblent devant la grille et qui demandent au ministre de l'Intérieur des armes. Ils veulent prendre les armes pour aller. On pensait que les paras arrivaient sur Paris, etc. Ils veulent qu'on distribue des armes. Et donc effectivement, là, vous avez. C'est passionnant ça. Vous avez On va en parler après ceci. Juste donc. 2 livres passionnants, Edmond Fraisse, Commando Delta, et Christian Hongrois, Fils de Barbouze. On en parle tout de suite après cette petite pause. Et toujours avec Frédéric Ploquin, co-auteur de ces 2 livres passionnants et qui doivent se lire effectivement, non pas ensemble, mais de concert. Pourquoi ? Parce que c'est la même période. C'est des 2 côtés de la barricade dans cette guerre franco-française, parce que la guerre d'Algérie a été aussi, on le sait, une guerre des opinions, mais elle a été aussi une guerre véritable, une guerre armée, une guerre létale entre effectivement les commandants de Delta de l'OAS et les Barbouzes. Et il y a eu véritablement, évidemment, des morts. Ça a été très fort. Et Frédéric Ploquin, comment ces anciens, aujourd'hui, vivent cela ? Que ce soit les anciens des causes perdues ou celles des causes dont on peut dire gagnées. Mais ce que je trouve assez stupéfiant, c'est que on a un peu l'impression qu'ils sont restés bloqués. C'est-à-dire que tout s'est coincé à cette époque-là et qu'ils ne s'en sont jamais vraiment remis. Et d'un côté, l'histoire s'est arrêtée dans ces années-là. D'un côté, le fils hongrois a hérité complètement du papa et reste dans la certitude que leur cause était bonne. Et de l'autre côté, on a Edmond Fraisse qui, lui, reste habité par la haine, d'une certaine manière. Et d'ailleurs, il le reconnaît, il le cache pas. Et ça, c'est le plus étonnant, c'est que le temps n'a absolument pas effacé ni cicatrisé quoi que ce soit. Ça reste extrêmement vivace des 2 côtés. 60 ans. 60 ans après. C'est pour ça que moi, pour faire ces 2 livres, plutôt que d'aller vers l'idéologie, la politique, etc., je suis allé vers l'humain, parce que c'est justement ce qui m'a permis de faire émerger ça, cette espèce de conviction, de certitude qui continue à habiter les témoins de l'époque. Et du côté hongrois, on est toujours on est toujours dans le regret. D'ailleurs, la famille hongroise est restée après l'indépendance, puisqu'elle a été elle est restée en Algérie. En fait, ils étaient très proches du FLN et ils rendaient des services à De Gaulle, puisque le père hongrois, Marcel Hongrois, s'est quand même fait à la fin incarcérer à la prison Barberousse à Alger, avec la complicité des services secrets français, pour se rapprocher des têtes des ponts du FLN qui étaient à Barberousse également. Et au sein de la prison, il était le seul Européen, on va dire, incarcéré là. Et ça lui permettait de faire sortir des courriers, des messages à l'intention de ceux qui étaient en train de négocier les accords de paix. L'accord d'Évian, à l'extérieur. Donc, d'ailleurs, c'est intéressant, les deux parcours passent par la prison, mais pour des raisons différentes. Hongrois, il se fait incarcérer pour être proche du FLN, et Edmond Fraisse, lui, il se retrouve en prison parce que quand même, il y a des enquêtes qui sont menées. Alors, ce qui est fou, c'est que comme les services français sont complètement infiltrés, il sait par le commissaire de police que la DST est en train de faire une enquête sur lui, il va peut-être l'identifier, et donc il organise, il cache, il dissimule les armes, etc., avec la complicité et avec d'une partie des services, tandis que l'autre partie le recherche. C'est assez inouï, en fait, comme scène. Non, mais c'est extraordinaire, parce qu'effectivement, les 2 livres se répondent. En fait, on pourrait faire une série télévisée. Absolument. Vrai, une série, j'y pense. D'ailleurs, je pense, oui. Frédéric Ploquin, mon ami, vous allez vous y atteler très vite. Non, mais ce qui est étonnant, c'est vrai que c'est ça, d'ailleurs, c'est ce qu'on appelle les comment dirais-je ça, non pas les accidents de l'histoire, mais toute histoire est faite de conflits, depuis des millénaires. Et là, simplement, vous avez recueilli, les gens sont encore vivants, en tout cas certains sont encore vivants, et effectivement, vous dites la plaie est ouverte, quoi. Ce sont des récits de guerre qui remontent à 60 ans maintenant, je veux dire c'est 2022, mais dont les acteurs sont encore
je dirais pas en guerre parce qu'ils prennent pas les armes, mais ils sont encore à peu près dans les mêmes conditions psychologiques, mentales qu'à l'époque où ils se sont engagés. Et ce qui m'a le plus stupéfait, bon, d'un côté c'est un fils qui enquête sur son père Barbusse, donc c'est différent. Mais de l'autre côté, c'est ce qui est le plus fascinant, c'est l'absence totale de regret, de remords, parce que ces gens ont quand même tué. Je veux dire, ce sont des récits de guerre dont il s'agit. Donc on a des actions réelles, commando, des actes terroristes. On a une forme de terrorisme français, bien avant Action Directe, bien avant ce qui se passe aujourd'hui. Ce sont d'une certaine manière des gens qui commettent des attentats, sauf que dans sa tête, Edmond Fraisse, lui, dit « Je ne suis pas un terroriste, monsieur, je suis un contre-terroriste ». Et il insiste énormément sur il dit pas « Je suis un résistant » quand même. Non, et tout ça pour nous renvoyer au fait qu'il y avait également des exactions commises, et c'est d'ailleurs ce qui l'a motivé, du côté du FLN. Et en fait, cette mémoire, pourquoi cette mémoire est aussi vive, c'est justement parce qu'elle n'est pas écrite. Et moi, je me suis dit qu'il fallait qu'on fasse notre travail de journaliste aujourd'hui. Parce qu'en fait, le travail journalistique n'a pas été fait. Quand on vient de commémorer le 17 octobre 61, personne n'est capable de nous dire combien de morts exactement. Personne. Il y a une grosse polémique simultanément, à Oran, il y a eu un massacre d'Européens, comme on disait à l'époque. On ne sait pas du tout. J'ai parlé récemment à des acteurs, même des journalistes qui étaient à Oran à ce moment-là. Ils sont incapables de me dire combien. Parce qu'en fait, on n'a pas fait le travail de recherche. Ça explique aussi pourquoi ces mémoires sont aussi exacerbées et aussi antagonistes. Tant qu'on ne dira pas la vérité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu un travail de deuil au sens psychanalytique du terme. Oui, puis il y a ce tabou. Parce qu'on n'a pas prononcé le mot, mais c'est ça, ce tabou qui recouvre comme ça ces pans d'histoire entières qui sont pourtant, qui méritent d'être écrites. Et je pense que c'est en les écrivant qu'on dépassera. Tout à fait. Alors, et Frédéric Ploquin, quel regard jette-t-il sur la France d'aujourd'hui? Même s'ils ont été bloqués, c'est intéressant de savoir. Quel regard jette-t-il sur la France de 2021, justement? Est-ce qu'il trouve que c'est parce qu'il s'est passé ça? Par exemple, les autres disent voilà, la France est envahie, le grand remplacement, etc., etc. Les autres, non? J'ai pas voulu aller sur ce terrain-là, mais du côté hongrois, on considère que effectivement, il était normal de décoloniser, que de toute façon, à la limite, aujourd'hui, d'ailleurs, si on n'avait pas rendu la France aux Algériens, on aurait, c'est ce que Colombé, je dis souvent, les deux mosquées, disait De Gaulle. On aurait 40 millions de musulmans de plus en France, faut quand même le dire. On aurait un Parlement et une Assemblée nationale qui aurait un visage radicalement différent de celui qu'il est aujourd'hui. Ça, c'est du côté. Et puis du côté, effectivement, de Fraisse, lui, il pense que bon, c'est un petit peu difficile, mais effectivement, il pense que disons un certain nombre d'événements récents qui se sont produits ont un lien avec cette guerre d'Algérie, notamment la vague d'attentats, etc. Mais moi, je ne vais pas là-dessus parce que je ne comprends pas très bien le lien qu'il veut faire. Mais en fait, il y a un ressentiment vis-à-vis et du monde arabe et même du religieux et même de l'islam qui est assez puissant. Donc et qui les attentats aujourd'hui, ils disent voyez ce qui se passe. Pourquoi pas comme si le fait que, ça j'y crois pas trop, si l'Algérie était restée française, on n'aurait pas eu ces basculements. Ça serait venu d'ailleurs. D'ailleurs, ça vient d'ailleurs. C'est venu d'Iran, c'est venu d'Afghanistan, c'est pas venu d'Algérie. Et donc aujourd'hui, c'est très intéressant parce que c'est le côté humain de l'histoire. Vous savez, c'est comme Duby quand il a fait la bataille de Bouvines, il a parlé des personnages. Et c'est une manière aussi de faire l'histoire. Le fils hongrois vit encore d'une certaine manière. Je veux dire, d'abord il parle arabe, ensuite dans son chez lui au fin fond de la campagne française, il a un intérieur très algérois, très maghrébin. Oui, puisqu'ils ont gardé tous les souvenirs du papa, c'est-à-dire des quantités incroyables d'objets. Puis il est ethnologue aussi, donc ça explique ceci. Il y a un attachement considérable des deux côtés au passé. Voilà, je parlais de blocage tout à l'heure, mais quel a été l'attentat le plus meurtrier des Delta? Notamment. Des commandos Delta, c'est une accumulation, mais ce qui est stupéfiant et ce que raconte bien d'ailleurs Edmond Fraisse, c'est qu'au départ, les attentats sont ciblés, entre guillemets, c'est-à-dire qu'en gros, ils vont voir le commissaire de police du coin qui leur dit nous avons des supporters, des acteurs du FLN, c'est là qu'ils se réunissent, c'est là que ça se passe, et donc là ils interviennent dans des lieux où se réunit le FLN, ils attaquent des financiers du FLN, c'est le principe, et à la fin ils deviennent fous, il le reconnaît lui-même, et ils attaquent n'importe qui, n'importe quand, n'importe comment, et là ça devient un peu des massacres à l'aveugle. Et donc il y a une scène absolument inouïe où ils ont effectivement deux pick-up comme ça qui vont sur une des
des routes les plus fréquentées d'Alger. Ils sont surarmés avec des armes de guerre et ils tirent en direction du trottoir à l'aveugle. Et là, ça fait un paquet de morts qui n'ont rien demandé. Donc voilà, vous vous avez rappelé que Brigitte Bardot avait été menacée. Elle avait dit qu'il faut qu'elle paye pour l'OS. Elle l'avait dit d'ailleurs. Et puis, enfin oui, à l'époque, des attentats étaient extrêmement nombreux. Mais les plaies, en tout cas, sont encore vives. C'est ce que j'ai constaté. Et on le voit bien aujourd'hui d'ailleurs, parce que tout le monde a tendance à dire un peu n'importe quoi sur ce sujet. C'est pour ça que je suggère de lire ces livres pour se rendre compte réellement de ce que c'était, pas pour se venger ou quoi que ce soit, parce qu'on dépassons cela et essayons simplement au moins de se dire ce qui s'est passé, de comprendre et de se dire, et c'est vrai que ces deux livres, c'est vrai, le Christian Hongrois, donc le fils de Marcel Hongrois, fils de Barbouze, et c'est vrai que le mot Barbouze, lisez-le parce que c'est devenu une espèce de légende comme ça, mais là on en ressort avec une image positive, parce qu'en fait lui, d'abord il est membre des services secrets français, en fait il suit De Gaulle jusqu'au bout, jusqu'à la mort, il sert De Gaulle, on l'appelle Barbouze, mais là tout d'un coup ça renverse, voilà, il n'y avait pas que des bandits, il y avait des vrais patriotes, et il y avait des vrais patriotes, c'est ça qui est étonnant, des deux côtés. Voilà, c'est patriote contre patriote. Parce que Fraisse aussi était un patriote, on peut dire. Absolument. Je veux dire, lui, c'était un attachement viscéral à la France, l'Empire français. Merci Frédéric Ploquin. Et lisez ces deux livres, Commandant Delta et Fils de Barbouze, aux éditions du Nouveau Monde. Ça vous éclairera. Merci. Absolument, c'est disponible sur le site du Nouveau Monde et en librairie. Et puis tout de suite, la culture dans tous ses états avec Céline Alonso et André Berkoff qui restent là et qui rendront hommage à deux grandes femmes. Simone Veil, la ministre, et qui avait connu notamment la Seconde Guerre mondiale, et Marlène Dietrich.